parfois les informations les plus précieuses et les plus inattendues sont juste sous nos yeux. En fait, il faut simplement savoir les chercher. C'est le grand principe de l'OSINT, la recherche en source ouverte, dont certains journalistes d'ailleurs se sont fait une spécialité. Mais au fait, ça fonctionne comment l'OSINT? Est-ce qu'on peut tous devenir un détective Google? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Jean-Marc Manac. Bonjour. Tu es journaliste d'investigation sur Internet. C'est mon terrain d'investigation, c'est Internet. Je ne vais pas dans les arrière-salles des cafés rencontrer des sources humaines. C'est ça, voilà. Donc tu restes derrière ton écran en fait pour enquêter. Voilà, on fait de l'investigation, tu fais de l'investigation derrière un écran. Je cherche sur le web et Internet. Mais le plus important, c'est pas de chercher. C'est de trouver, de vérifier, de contextualiser. C'est ce qu'on appelle le cycle du renseignement, mais on y reviendra. Et alors justement, je voulais revenir avec toi sur l'OSINT. Alors l'OSINT, c'est Open Source Intelligence. C'est un terme qui n'est pas totalement nouveau. Mais est-ce que tu pourrais le définir? Donc c'est la recherche en source ouverte. Est-ce que tu pourrais définir ce terme qu'on voit de plus en plus en fait? Alors les premières mentions de ce qui allait devenir l'OSINT, apparemment ça remonterait au début du XXe siècle, dans un rapport de la gendarmerie qui expliquait comment les gendarmes devaient aussi enquêter en source ouverte. Ils n'avaient pas Internet à l'époque. Il n'y avait pas Internet. Et après, l'OSINT s'est vraiment constitué pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les services de renseignement britanniques et surtout américains se sont aperçus que pour planifier des bombardements en Allemagne, c'était super important d'écouter la radio allemande. Pourquoi ? Parce qu'il y avait bulletin météo et les météorologues allemands étaient meilleurs que les météorologues anglo-saxons pour prédire la météo au-dessus de Berlin, Hambourg et en Allemagne. Et donc ils se sont aperçus de l'intérêt des sources ouvertes. Un autre exemple, c'est que quand via des sources humaines, donc Human Intelligence, les services de renseignement anglo-saxons ont découvert que les Allemands travaillaient aussi la bombe nucléaire. À l'époque, c'était pour faire des fusées. Ils ont cherché sur des annuaires qui étaient les producteurs en Europe d'eau lourde, parce qu'il fallait bien se procurer de l'eau lourde pour travailler la filière nucléaire. Et donc, c'est là où ensuite, ils ont identifié, je ne sais plus si c'était en Norvège ou en Suède, le fabricant qui fournissait les nazis. Et là, ils ont envoyé une opération commando pour détruire c'est pas seulement détruire, pour récupérer l'eau lourde, pour la confier aux Alliés et empêcher les nazis de continuer à développer. Donc c'est là où vraiment l'OSINT a commencé et là où ça a littéralement réexplosé. C'est avec l'apparition du web, parce que avec Internet et le web, on n'a jamais eu accès à autant d'informations. Et autant, c'est-à-dire que ça décuple quasiment tous les ans. Et donc, moi, j'ai commencé à faire de l'OSINT sans même connaître le mot. Dès que j'ai commencé à faire de l'investigation sur le web à la fin des années 90, au milieu des années 2000, j'ai découvert la notion d'OSINT et ça fait Bellingcat, le collectif, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, bien sûr. Collectif d'origine britannique, a popularisé l'OSINT dans le milieu journalistique. Et depuis la guerre en Ukraine, l'OSINT s'est imposé dans le narratif parce qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement de vidéos, c'est la guerre la plus documentée. Il y avait déjà eu le phénomène en Syrie, où déjà on avait eu beaucoup d'OSINT, mais c'était moins médiatique que la guerre en Ukraine. Et là, on a de plus en plus de collectifs, et pas seulement de journalistes, parce que l'OSINT, c'est énormément pratiqué également par les professionnels de la sécurité informatique. Parce qu'il y a quelque chose qu'on peut rappeler, c'est que l'OSINT, alors nous, on en parle en tant que journaliste, mais c'est avant tout un truc, comme tu le disais, tu parlais de la Deuxième Guerre mondiale, c'est avant tout un truc d'agence de renseignement. Et parce que souvent, on parle d'agence de renseignement, on se dit c'est de l'espionnage, on doit trouver des trucs secrets pour être performant. Or, en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein d'éléments publics qui vont servir. Un bulletin météo, par exemple. Dans les différentes branches du renseignement, tu as l'HUMINT, le renseignement humain, le SIGINT, Signal Intelligence, ou renseignement d'origine électromagnétique en français. Là, c'est l'écoute d'Internet, l'ELINT, la surveillance des radars, l'écoute d'Internet ou des téléphones ou des satellites. L'ELINT, c'est avec les satellites, machin. Voilà. L'ELINT, c'est toute la surveillance des radars. Le SOCMINT, c'est Social Media Intelligence, donc c'est la surveillance des réseaux sociaux. Mais tout ça, et donc l'OSINT, qui regroupe un petit peu une bonne partie de ces différents hints. Il y a une affiche au musée de l'espionnage à Washington qui explique qu'on estime que, pour ce qui est des services de renseignement occidentaux, 80% du renseignement collecté par les services de renseignement occidentaux vient de l'OSINT. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire des fric-frac
ou de mettre des gens sur écoute. Toi, tu dis fric-frac, fric-frac, rentrer chez quelqu'un pour dérober des informations qu'il y a dans son coffre-fort, ou poser un micro espion, ou implanter un logiciel espion dans son ordinateur. Oui, c'est pas James Bond, quoi. En gros. Voilà, c'est pas James Bond. Et de toute façon, James Bond, c'est une très très mauvaise image de ce que c'est que les services de renseignement. Il vaut mieux regarder le Bureau des légendes, qui est un peu plus réaliste. Minus le côté cyber, où c'est assez caricatural quand même, le côté hacker du Bureau des légendes. Oui, il tapait comme ça. Ça, c'est tous les films. C'est juste, c'est parce que tu tapes très vite que tu es un hacker. Mais et si tu regardes, par exemple, on a une association en France qui s'appelle Open Facto, où en fait c'est beaucoup de professionnels et pas forcément journalistes qui viennent se former, parce qu'ils font des formations Open Facto. Mais si tu regardes OSINT.fr, là c'est un serveur Discord, il y a quelques mois ils étaient 8000, je ne sais pas si aujourd'hui combien ils en sont, mais la majeure partie des gens qui sont sur OSINT.fr, ce sont des étudiants ou des professionnels qui travaillent en cybersécurité ou en intelligence économique. Pourquoi ? Parce que le b.a.-ba d'un hacker, d'un professionnel de la cybersécurité, c'est de connaître les failles d'un système. Donc pour connaître les failles d'un système, tu fais d'abord une enquête OSINT pour savoir quels sont les logiciels utilisés, est-ce qu'ils sont à jour, est-ce qu'ils ne sont pas à jour, qui est l'admin 6. Si je prends un exemple d'une attaque qui avait été faite par le GCHQ, qui est donc l'équivalent britannique de la NSA, il s'était attaqué à l'un des principaux fournisseurs d'accès belges, parce qu'ils fournissaient les différentes instances européennes. Ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait la cartographie des admin systèmes de cet opérateur FAI, et ils avaient envoyé des logiciels espions. Opérateur FAI, donc c'est un fournisseur d'accès à Internet. Et ils avaient envoyé des logiciels espions aux admin systèmes. Parce que si l'admin système est un logiciel espion, t'es root, comme on dit. T'es admin. En gros, l'OSINT, c'est-à-dire ça permet de savoir où frapper. Après, tu regardes comment frapper, mais ça permet de savoir où frapper. Mais en matière de cybersécurité. Voilà. Évidemment. Alors, on repasse maintenant un peu sur un plan plus large. Toi, tu es journaliste. Tu dis, je vais faire de l'OSINT, j'ai envie de chercher quelque chose, de trouver un scoop. Tu es devant Google, concrètement, pour clarifier les choses. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu cherches et comment tu le cherches, en fait ? Alors déjà, c'est pas que Google. Non, mais je caricature un peu volontairement. J'ai coutume de dire que je suis un peu comme un chercheur d'or. Un chercheur d'or, ça passe sa vie, ses journées à chercher à mettre de la boue dans un tamis avec l'espoir de trouver la pépite. Moi, c'est un peu ça. Je vais surveiller les marchés publics. Parce que souvent il y a des pépites dans les marchés publics qui étaient très sous-exploités. Je vais chercher des signaux faibles, donc c'est certaines alertes que j'ai mises, que ce soit sur Twitter ou sur Google, pour dès qu'il y a tel mot qui est prononcé, parce que je sais que ce mot-là m'intéresse, mais il arrive très 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 rarement. Et quand il arrive, c'est là où je vais m'en saisir. Je surveille bien évidemment un certain nombre de comptes sur Twitter pour des signaux faibles. Je cherche en permanence. Et comme je cherche en permanence, des fois je trouve. Mais en fait, c'est un état d'esprit. C'est un peu presque un état d'esprit. Alors, il faut de la rigueur et il faut beaucoup de choses, mais c'est avant tout un état d'esprit. Parce que je fais pas mal de formations également à l'OSINT, et ce que j'explique, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit et une méthodologie, bien plus que des compétences techniques. Bien sûr, il faut avoir un minimum d'appétence technique, en tout cas avec Internet. Et il y a beaucoup de gens, des professionnels de l'OSINT, qui vont développer des scripts en Python ou en R, qui sont des langages de programmation, pour automatiser des systèmes de veille. Moi, j'ai pas fait de cursus informatique d'école, donc j'ai pas du tout de compétences en programmation. Par contre, ce qui nous relie tous, c'est effectivement cet état d'esprit, cette méthodologie qui est qui renvoie à un autre, ce dont je parlais tout à l'heure, qui renvoie à ce qu'on appelle le cycle du renseignement, qui est un truc fondamental pour comprendre ce que c'est que l'OSINT et comment fonctionnent les services de renseignement. Parce que l'OSINT, c'est pas juste je vais chercher des trucs sur Internet et une fois que j'ai trouvé sur Internet, c'est bon. Non, le cycle du renseignement, c'est qui définit comment travaillent les services de renseignement. Donc il y a l'expression de besoin, c'est quelle est la question qu'on se pose. Ensuite, on va chercher des éléments de réponse. Une fois qu'on a trouvé des éléments de réponse, ensuite on va analyser, recouper, vérifier. Est-ce que les éléments de réponse qu'on a trouvés, c'est cohérent, c'est opportun, ça répond à la question ou pas ? Et ensuite on va synthétiser les éléments de réponse en expliquant pourquoi on pense que ceci et cela répond à la question qui a été posée, et on diffuse. Donc, contre-exemple de ce que l'OSINT n'est pas. Au début du coronavirus, on a une vidéo qui est devenue virale où il y a quelqu'un qui n'avait pas de compétences particulières ni en OSINT, ni en journalisme, ni en santé, ni médicale, mais qui avait trouvé un brevet de Pasteur sur le coronavirus. Donc c'était la preuve du complot. Parce qu'il avait trouvé sur Internet le brevet. Oui, mais sauf que c'était un brevet que Pasteur avait déposé pour le coronavirus de 2003.
Donc ça n'avait rien à voir. Et en fait, c'est parce que tous les laboratoires pharmaceutiques, quand ils développent des molécules, ils vont déposer des brevets pour leur propriété intellectuelle. Donc c'est pas parce qu'on trouve quelque chose sur Internet que c'est vrai. Et l'OSINT, c'est pas ça. L'OSINT, c'est effectivement le cycle du renseignement qui fait qu'on va vérifier une information. Donc je vais te donner un autre exemple. C'était il y a 4 ans maintenant. Il y a un pro de l'OSINT pour le coup, qui, lui, son réflexe depuis des années, c'est dès qu'il trouvait une nouvelle carte, il allait regarder à quoi ressemblait la Syrie. Pourquoi ? Parce que lui, il s'était formé à l'OSINT au moment de la guerre civile en Syrie, et donc il y a tellement de choses qu'on a fait en Syrie, notamment en ce moment en Ukraine, grâce aux cartographies, que lui, voilà, son réflexe, et donc là, c'était la carte de Strava. Strava, c'est un réseau social de sportifs, où il y a des gens qui font du jogging, de la natation ou du vélo, et qui vont géolocaliser leurs courses pour comparer leurs performances avec leurs pairs, ou l'évolution de leur propre performance à eux. Et quand Nathan Druser donc, est allé en Syrie sur Strava, il a découvert qu'à sa grande stupeur, qu'il y avait des gens qui se géolocalisaient. Je me suis dit, mais qui sont ces gens qui se géolocalisent fait du footing, qui fait du footing en Syrie, après. Entre l'État islamique et l'armée de Bachar el-Assad et la coalition de l'OTAN, bon. Ouais. Et donc, en regardant, il en est arrivé à la déduction que c'était probablement des forces spéciales des armées américaines et de l'OTAN qui étaient là-bas en train de combattre l'État islamique, parce que ça pouvait pas être des soldats de l'État islamique, c'était probablement pas non plus des soldats de Bachar el-Assad. Et par capillarité, ensuite, il a commencé à regarder dans des bases militaires un peu partout dans le monde, en tout cas occidentales, et il a découvert qu'il y avait plein de soldats, et ce qui est logique, les soldats font du footing, et donc il y en a qui utilisent Strava. Bon. Donc je me souviens que donc ça sort le samedi. Il y a plein d'articles dans la presse tech anglo-saxonne. Il y a un papier dans Le Monde les dimanches soirs où il y a un porte-parole du ministère des Armées qui explique que nous sommes bien évidemment au courant des problèmes posés par la géolocalisation. Le ministère des Armées français. Là. Ouais. Ça fait des années qu'on prévient nos soldats qu'il ne faut pas se géolocaliser, a fortiori quand on est en OPEX, en opération spéciale. Et nous avons renvoyé un message à tout le monde, à tous nos soldats, à ce sujet. Donc moi, réflexe, comme l'essentiel des papiers, c'était sur les forces états-uniennes et anglo-saxonnes, moi, mon réflexe, c'est de regarder le lendemain matin s'il y avait des soldats français en OPEX qui se géolocalisaient. Et en fait, c'était tellement simple de trouver des centaines de soldats français qui se géolocalisaient sur Strava, à Gao, au Mali ou dans d'autres unités françaises, que je me suis dit, moi je suis journaliste indépendant pigiste, il y a d'autres journalistes qui vont trouver pareil que moi, c'est tellement simple de trouver, donc il faut que je trouve autre chose. Et je me suis posé la question, qui sont les personnes les plus improbables a priori à se géolocaliser ? C'était des gens de la DGSE. Donc j'ai commencé à chercher... Les services de renseignement extérieur français, dont il est interdit de révéler l'identité, qui eux-mêmes n'ont pas le droit de révéler qu'ils travaillent à la DGSE, enfin c'est un service secret, bon. Mais donc UG est à côté de Boulevard Mortier. Donc le siège de la DGSE. Voilà. Et donc moi j'ai commencé à regarder est-ce qu'il y avait des gens qui se géolocalisaient du côté de Boulevard Mortier. Et puis alors ça m'a pris un peu de temps parce que je comprenais pas du tout ce travail. Il a fallu que je me forme. C'est un logiciel qui est un peu compliqué. Mais bon, au bout de 5 jours, j'ai réussi à démontrer qu'il y avait au moins une personne qui s'était géolocalisée plusieurs fois à l'intérieur de Boulevard Mortier. Donc plusieurs fois, c'était vraiment un faisceau d'indices. Mais également au Fort de Noisy, qui est une annexe du service action à Romainville, et ainsi que en mission. Dans un pays du Moyen-Orient. Je décris 2 secondes juste Strava pour que les gens qui nous écoutent puissent un peu s'illustrer. En fait, c'est une carte et on voit en rouge des parcours de footing avec des temps. En rouge, en orange, en jaune, plus c'est en jaune, plus il y a de personnes. Et en fait, c'est tous les parcours de tous les gens qui se sont géolocalisés sur Strava. Mais effectivement, quand tu dis, tiens, je vois quelqu'un qui fait ce parcours, le même utilisateur qui peut être sous pseudonyme, mais qui fait le même parcours tous les jours, soit il peut habiter là, soit il peut travailler là, quoi. En gros, t'es parti de ce principe. Alors je savais où il habitait, mais il était sur liste rouge, donc je n'avais pas ses téléphones, et il était sous pseudonyme. Et pour arriver à identifier son identité, c'est un moment, je me suis aperçu que, parce que le diable se niche dans les détails, que certaines de ses courses faisaient 21 ou 42 km. Donc c'était un marathon. Marathon et semi-marathon. Donc j'ai comparé les performances de cet utilisateur de Strava avec les résultats des marathons, qui étaient disponibles sur les sites web des résultats des marathons, et j'ai trouvé un nom qui matchait. Et ensuite, quand j'ai été sur son profil Facebook, de ce nom-là en question, j'ai trouvé quelqu'un qui se photographiait en tenue de sportif, en train de faire un footing, et la photo était géolocalisée le 15 juillet à Pléneuf-Valandré. Sur Strava, le 15 juillet à Pléneuf-Valandré, c'était lui. Donc j'avais la confirmation, donc cycle du renseignement. Donc tu as trouvé... Je partais d'une hypothèse de travail. Mais tu sais pas encore qui est cette personne, enfin, son métier. Je sais qu'en tout cas, il a été envoyé pour une mission au Proche-Orient à un moment précis. Tu l'avais déjà localisé au Proche-Orient, pardon. J'avais localisé sur Strava. Sur Strava, il s'était géolocalisé au Proche-Orient, et c'était au lendemain de la démission du président du pays en question où il était allé. Donc, bon. Donc je savais en plus probablement la mission qu'il avait effectuée, et tout ça en mode OSINT. C'est-à-dire que tout est public, en fait. Ce que tu as fait, entre guillemets, tout le monde aurait pu le faire.
avec une certaine réflexion et une rigueur, évidemment. C'est là où on revient à l'état d'esprit et à la méthodologie. Mais en gros, tu l'as fait devant ton ordinateur, chez toi, quoi, en gros. Et ensuite, quand j'ai contacté un ancien de la DGSE pour savoir ce qu'il risquait, si jamais je faisais savoir que j'en avais trouvé un, il m'a dit il va prendre pour les autres. Sous-entendu, ta mission, si tu veux pas que lui paye pour les autres, c'est d'en trouver d'autres. Parce que comme ils sont, on vient d'apprendre, là, ils sont 4000, ça c'est dans un appel d'offres, on vient d'apprendre qu'il y a 4000 employés de la DGSE à Mortier et 2000 au Fort de Noisy. Donc la probabilité qu'il y ait sur 4000 personnes qui sont des utilisateurs de Strava, donc je m'y suis réattelé, et après, en l'espace de 5-6 jours, j'en ai trouvé une vingtaine d'autres. D'accord, donc tu as trouvé une vingtaine d'agents de la DGSE, probable en tout cas, ou même... en tout cas, qui s'étaient géolocalisés à agents, je sais pas, employés. Parce qu'à la DGSE, il y a aussi des personnes qui font le ménage, il y a des cantinières, oui, mais des gens qui ont pour point commun d'aller faire leur footing autour du siège de la DGSE. À l'intérieur, pas autour, qui avait activé le GPS à l'intérieur ou qui l'avait désactivé à l'intérieur. Parce que quelqu'un qui court autour de la DGSE, j'ai aucun moyen de savoir si c'est de la DGSE ou pas. Sauf si de temps en temps, il va en Syrie, quoi. À la limite, tu peux dire, ça commence quand même à chauffer. C'est arrivé une fois. Enfin, c'était pas en Syrie, mais bref. Mais en tout cas, mais par contre, et là, j'ai refait l'expérience il y a pas très longtemps, 4 ans après, j'ai voulu revérifier. Et pour te répondre sur n'importe qui peut faire ça, en fait, je forme des étudiants en journalisme. Donc j'avais une dizaine d'étudiants pendant 3 jours. Je me suis dit, tiens, je vais leur proposer pendant 10 jours, pendant 3 jours, on va essayer de regarder, Et la dizaine d'étudiants, en 3 jours, ils ont réussi à en identifier 1 ou 2. Et moi, j'étais frustré. Je me suis dit, il n'y en a que 1 ou 2. Donc, je m'y suis réattelé. Donc, j'ai repassé l'intégralité des usual suspects, enfin ceux que je pensais potentiellement être de la DGSE. Et Sync, et c'est à la fois l'état d'esprit et la méthodologie, moi, j'en ai trouvé près de 10. Ouais. Donc, en fait, n'importe qui peut. Mais après, c'est comme c'est comme un chasseur, ou c'est comme, enfin, il faut avoir de la méthodologie, il faut avoir de l'expérience. L'habitude, l'habitude. Mais en fait, j'ai l'impression que quand tu fais de la recherche en source ouverte, tu profites tout le temps des négligences. Mais les négligences, tu me parles de la Seconde Guerre mondiale, finalement, c'est parce que les Allemands se sont pas dit qu'un bulletin météo pouvait servir à les attaquer. Non, c'est que mais la radio allemande, elle a besoin de diffuser des bulletins météo pour les Allemands. Ou alors parce que tu n'as pas le choix. Mais du coup... là, on parlait d'un temps où les canaux de distribution de l'info étaient quand même relativement maîtrisés. Mais là, c'est-à-dire qu'avec la nuée de données, en fait, on a l'impression que c'est impossible de maîtriser ce qui sort sur nous. Alors là, on peut se dire que c'est quand même pas très malin de la part de la DGSE, mais a priori, c'est quand même des gens qui sont pas totalement stupides. Donc, comment est-ce que tu expliques ça ? En fait, le truc, c'est que je suis persuadé qu'il y en a beaucoup plus de la DGSE qui se localisent sur Strava. Sauf que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils activent le GPS, ils éteignent le GPS ailleurs, en dehors de la DGSE. Bon, les gens que j'ai identifiés, ils ont tous pour point commun d'avoir éteint ou allumé le GPS à l'intérieur de la caserne Mortier ou caserne des Tourelles qui est en face. Donc, ils ont fait des erreurs. Et c'est parce que l'erreur est humaine. On fait tous des erreurs. Et voilà, donc il y a ça. Il y a d'autre part, à un autre niveau, je vais te donner un autre exemple. Il y a quelques années, il y avait des journalistes qui, là c'était pas de source ouverte, c'était de source fermée, des témoignages, j'avais recueilli des témoignages qui listaient la liste des stations d'écoute de la DGSE. Mais on n'avait aucun moyen de vérifier, parce que quand tu allais sur Google Street View, à l'époque c'était pas flouté, maintenant c'est flouté, tu voyais terrain militaire. Mais avec les antennes satellites derrière. Sauf que les antennes satellites, c'est soit la DIRISI, qui est la direction communication de l'armée, qui permet de communiquer par les satellites avec les forces militaires en OPEX, soit c'est la DGSE pour surveiller les satellites. Mais dans les deux cas, c'est marqué terrain militaire, défense d'entrée et interdiction de photographier. Moi, comme je regarde les appels d'offres, à un moment, je suis tombé sur un appel d'offres de la DGSE qui recrutait des jardiniers. Pourquoi ? Parce qu'un champ d'antennes, c'est des antennes pour écouter les satellites, mais c'est un champ d'herbe et il faut tondre la pelouse. Et donc, ils recrutaient des jardiniers pour tondre la pelouse. Et donc là, il y avait les coordonnées de tous les centres radioélectriques de l'administration. Centre radioélectrique, ça veut dire station d'écoute. Ouais. Donc là, c'était dans un appel d'offres. En fait, il faut avoir une réflexion très concrète, en fait. Un peu très terre-à-terre, finalement. Ce que j'ai coutume de dire, c'est que un hacker, parce que je me définis aussi comme journaliste hacker, un hacker est là pour chercher des failles de sécurité. Donc s'il n'arrive pas à rentrer par la porte, parce que la porte est fermée, il va essayer de voir s'il peut pas rentrer par la fenêtre, ou s'il n'y a pas une deuxième porte, ou par le faux plafond, ou activer la webcam, ou est-ce qu'il peut pas choper la clé, ou est-ce qu'il peut... Voilà, c'est un billard à plein de bandes. Et moi, c'est pareil. Moi, quand je cherche une information, je vais la chercher de façon assez orthodoxe, en fait. Je vais donner un autre exemple. La liste des stations d'écoute des DAT, des détachements avancés des transmissions, qui sont les stations d'écoute opérées par la Direction du renseignement militaire et la DGSE dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger. La réponse, je les ai trouvées sur eBay.
Pourquoi ? Parce que la DRM, c'est des militaires, donc ils portent des uniformes, des insignes, contrairement à nombre des employés de la DGSE. Et les insignes, en fait, chaque station d'écoute, chaque DAT a une couleur différente. Et les collectionneurs d'insignes précisaient que le DAT de J1 c'est telle couleur, le DAT de Ouagadougou c'est telle couleur, et donc après j'allais sur Google Maps pour regarder où est-ce qu'il y avait des champs d'antenne à J1, à Libreville, etc., etc. Donc c'est sur eBay que j'ai trouvé la réponse à ma question. Alors que c'est des informations qui normalement sont classifiées, ou alors des fois j'arrive à également en trouver sur Légifrance, dans le journal officiel, dans des rapports parlementaires. Donc c'est regarder là où les autres regardent pas aussi. Souvent, j'ai l'impression. Et d'ailleurs... Parce que la majeure partie des journalistes se contentent de regarder le flux des dépêches AFP. On sait que 80% du contenu journalistique, c'est du copier-coller, résumé de ce que d'autres journalistes ont fait. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Alors que moi, je prends le temps. Voilà, j'écris pas... Enfin, si, j'écris 5 papiers par jour, mais c'est pour faire des revues de presse. Mais pas des enquêtes. Je fais pas une enquête par jour, c'est pas possible. Alors que la majeure partie des journalistes, déjà, ils n'ont pas le temps d'enquêter. Et donc, ils reprennent ce que d'autres ont fait. Alors que moi, je cherche en permanence. Mais après, des enquêtes... donc là, tu donnes des exemples avec des histoires, par exemple sur eBay, de la cartographie. Moi, il y a un exemple qui me vient en tête, et tu parlais de la guerre en Ukraine tout à l'heure. C'est le nombre de photos que, par exemple, des soldats... Alors, beaucoup de soldats russes ont diffusé. C'est-à-dire des soldats russes qui diffusent une photo d'eux. On va dire un peu parfois pour se vanter d'une victoire ou simplement pour se mettre en scène. Ils balancent ça sur les réseaux sociaux. Derrière, ils se font bombarder. Enfin, je veux dire, on voit... et c'est là où l'OSINT version 2022 et 2023, ça prend une autre ampleur. C'est-à-dire qu'avant, toi, tu parles de tes enquêtes, mais quand tu es un pour enquêter, c'est déjà pas mal. Mais quand tu es 1000, c'est-à-dire tu parles des collectifs. Maintenant, aujourd'hui, sur Twitter, tu balances une photo de 2 soldats russes devant tel arbre qui a telle forme, avec telle météo et devant tel bâtiment qui a telle forme. Si tu donnes ça à 1000 personnes qui savent à peu près chercher... En fait, dans quasiment 100% des cas, tu peux donner leur géolocalisation. C'est une des raisons pour laquelle l'État islamique avait formellement interdit à ses soldats d'arrêter de se prendre en selfie. C'est-à-dire qu'au début, ils se prenaient en selfie pour qu'il y ait d'autres personnes qui viennent faire le sham, c'est-à-dire qu'ils aillent en Syrie et en Irak combattre aux côtés de l'État islamique. Sauf qu'à force de faire des selfies, les Américains, ils ont commencé à géolocaliser où est-ce qu'ils se prenaient en selfie et à balancer des bombes avec les drones. Donc l'État islamique a dit, bon, maintenant vous arrêtez les selfies, vous passez à Telegram. Et ils arrêtaient de balancer des photos, ils conversaient plus qu'en mode texte ou voix. Mais les Russes le font. Sauf qu'à l'époque, il y a bien évidemment sur les chaînes Telegram des djihadistes, il y avait énormément de services de renseignement français, anglo-saxons, etc. pour arriver à identifier les erreurs que commettrait tel ou tel. Et on sait que par exemple, le terroriste de l'attentat de Vouvray, celui qui a égorgé un prêtre, il y avait 3 personnes des services de renseignement français sur sa chaîne Telegram où il y avait une vingtaine de personnes. Sauf qu'ils n'ont pas eu le temps de faire remonter l'information suffisamment en temps et heure et empêcher le terroriste. Et donc, ce que l'État islamique a essayé d'empêcher de faire, aujourd'hui les Russes font pareil, parce que ils n'ont pas suivi. Après, parce que c'est également. Mais c'est comme l'histoire des soldats russes qui ont allumé leur téléphone le 31 décembre pour envoyer probablement des SMS de bonne année à leur famille. Qui ont été géolocalisés, qui ont permis aux Ukrainiens d'identifier où est-ce qu'ils résidaient. Alors là, c'était pas forcément de l'OSINT. C'est pas l'OSINT, là c'est du SIGINT. Il faut pouvoir espionner les communications. Sauf qu'ils sont sur le réseau ukrainien, donc pour les Ukrainiens, c'est pas très compliqué. Après, on a eu l'exemple il y a quelques mois où en fait, on s'apercevait qu'il y a des stations d'écoute radar qu'on peut écouter par Internet. Et par Internet, on arrivait à écouter les communications par talkie-walkie notamment. Parce qu'il y avait aussi... Parce qu'un des problèmes auxquels les Russes ont été confrontés, c'est que leur téléphone sécurisé, il fonctionne en Russie, mais il ne fonctionne pas en Ukraine. Et donc, comme il ne fonctionne pas en Ukraine, ils devaient utiliser soit leur numéro de téléphone normal, soit utiliser le talkie-walkie. Sauf que le talkie-walkie, les ondes transitent en clair. Et donc, il y a plein de gens, dont moi, on a commencé à écouter les communications des Russes en mars-avril. Parce que certaines circulaient en clair. Et effectivement, là, la grosse différence entre ce qui se passait en Syrie et ce qui se passe avec la guerre en Irak, c'est que la guerre en Ukraine, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement des milliers ou des centaines de milliers de personnes qui font de l'OSINT en permanence. Et j'ai envie de dire, dehors des services de renseignement. Là, je parle de civils. Mais même en dehors des journalistes, j'ai envie de dire, ça devient presque un jeu. Évidemment, c'est terrible de dire ça quand on parle d'un conflit, mais il y a un côté gamification du truc. C'est-à-dire qu'on voit une photo et on dit vas-y devine où c'est, et en fait on se rend compte qu'on peut y arriver. Ça paraît incroyable, mais on peut y arriver. C'est un jeu, et moi quand je fais des formations, je fais faire des jeux aux gens que je forme, parce qu'effectivement, mais c'est comme un escape game, c'est comme un jeu de plateau, enfin c'est effectivement c'est et t'as l'adrénaline quand t'arrives à trouver tu vois ce que tu cherchais, mais oui, tout à l'heure je me décrivais un peu comme un chercheur d'or, tu vois, qui passe de la boue dans un tamis, mais le chercheur d'or quand il trouve la pépite, il est super content, il est content à retrouver. Moi c'est pareil.
pareil. Et t'as envie d'en refaire, du coup. Et voilà. Il y a Donc un côté addictif. La majeure partie du temps, je trouve rien. Ouais. Je trouve de la merde, je mets à la poubelle. Et puis de temps en temps, je trouve des trucs. Bon, écoute, Jean-Marc, merci beaucoup d'être venu nous voir dans Métadonnées. Et donc j'insiste, le plus important, c'est pas de trouver sur Internet. Le plus important, c'est le cycle du renseignement, c'est la méthodologie, l'état d'esprit et le fait de vérifier. C'est pas parce qu'on trouve quelque chose sur le web que c'est forcément vrai. Une recherche Google, c'est pas de l'OSINT. Il faut savoir un peu. C'est le cycle du renseignement qui va permettre de vérifier si oui ou non ce qu'on a trouvé est pertinent ou pas. Merci beaucoup, Jean-Marc Manac. Je t'en prie.